Je suis ravie, vraiment ravie, honorée et heureuse, je crois que vous l'aurez compris, d'accueillir ce soir pour cette conférence organisée par l'association Coexister, qui nous invite à réfléchir tous ensemble sur un sujet qui nous tient et qui me tient particulièrement à cœur, la reconversion des éleveurs et éleveuses vers des métiers sans aucune exploitation animale. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'explorer une voie alternative pour l'agriculture, une voie qui respecte non seulement les animaux, mais aussi notre environnement et nos valeurs humaines. En tant qu'adjointe au maire déléguée à la condition animale, je suis particulièrement sensible à ces enjeux. La transition vers un modèle agricole plus éthique et durable est non seulement nécessaire, mais elle est également réalisable, comme le prouve le travail remarquable de l'association Coexister. Depuis le début de l'année 2024, cette association a accompagné 6 éleveurs et éleveuses dans leur démarche de reconversion. Ces parcours témoignent d'une transformation profonde, tant sur le plan personnel que professionnel. Et les histoires que nous allons entendre ce soir illustrent comment il est possible de vivre en accord avec ses valeurs, tout en améliorant son bien-être et sa qualité de vie. Nous aurons la chance d'écouter des témoignages inspirants de personnes qui ont fait le choix courageux, très courageux, bravo, comme Madeleine, éleveuse de brebis actuellement en transition, qui est accompagnée par l'association Coexister, ainsi que des interventions d'experts comme M. Ulysse Thévenon, auteur du livre que vous voyez ici, Le sens du bétail, qui nous apportera un éclairage précieux sur le monde agricole. Et je remercie chaleureusement Astrid Prévost, chargée de projet à l'association Coexister, ainsi que Virginia Marcus, fondatrice et présidente de la même association, pour leur présence ce soir à la ville de Grenoble et à l'hôtel de ville. Je vous encourage à participer activement aux échanges qui suivront, car c'est tous ensemble que nous pouvons construire un avenir où la coexistence entre les humains et les animaux est non seulement primordiale, mais aussi bénéfique pour toutes et tous. Je remercie encore une fois chaleureusement l'association Coexister pour son engagement profond et son travail acharné au quotidien, vous le verrez, ainsi que tous les intervenants qui partageront leurs expériences avec nous ce soir. Je vous souhaite donc une excellente conférence, riche en échanges et en inspiration. Merci à vous toutes et tous ce soir d'être présentes ici et de contribuer à cette belle initiative. Profitez bien de la soirée. Nous nous retrouvons autour d'un buffet vegan tout à l'heure, délicieux et riche, qui a été organisé par le protocole de la ville et enrichi par l'association Coexister. Donc, Astrid Prévost, je vous l'ai présentée, chargée de mission à l'association Coexister. Vous pouvez applaudir si vous voulez, c'est le moment. Virginia Marcus, donc présidente et fondatrice de l'association Coexister. Madeleine Roé-Digor, pardon. Oui, donc éleveuse de brebis en transition, accompagnée actuellement par Coexister. Et enfin, et Ulysse Thévenon, journaliste d'investigation, qui a réalisé 2 ans d'enquête sur le monde agricole et qui va nous en parler un peu plus tard. Je vous remercie. Merci infiniment Sandra et merci à vous toutes et tous d'être là ce soir. On remercie également très chaleureusement la ville de Grenoble et on remercie également d'ailleurs nos partenaires Jay & Joy et New Roots qui nous ont fourni des fromages végétaux. Donc si vous ne connaissez pas encore, vous pourrez goûter ces excellents fromages végétaux pour se régaler et puis voir qu'on peut faire également de l'alimentation autrement. Merci beaucoup Sandra pour l'introduction. Et donc on a déjà présenté les intervenants et intervenantes de ce soir. Première question que je voudrais vous poser à Ulysse et à Virginia. Donc Virginia, avant de fonder l'association Coexister, tu as réalisé également une enquête dans le monde de l'élevage. Donc tous les deux, vous avez réalisé ces investigations. Qu'est-ce que vous en avez chacun et chacune retenu en quelques mots ? Merci, bonsoir à toutes et tous.
En fait, avant de démarrer avec l'association Coexister qui a été créée en 2018, c'est vrai que j'étais vraiment active dans le milieu du militantisme, mais avant toute chose, en tant que citoyenne, j'ai voulu me renseigner sur ce qu'était l'élevage et surtout l'industrie laitière, qui est vraiment une industrie emblématique autant en Suisse qu'en France. Donc j'ai été prendre mon courage à deux mains et j'ai essayé de gravir tous les échelons de la filière laitière suisse pour mieux comprendre les enjeux, non seulement vis-à-vis des animaux, mais aussi au niveau politique, commercial et vis-à-vis des éleveurs et des éleveuses. Et en fait, en conclusion de cette année d'enquête, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y avait des souffrances à tous les étages et qu'en fait, très peu d'organismes étaient concernés dans la filière par des réels bénéfices, en fait. Et évidemment, autant les animaux que les éleveurs et les éleveuses en pâtissaient le prix, c'est le cas de le dire. Et c'est là que je me suis dit vraiment dès le début de mon engagement qu'il y avait des ponts, en fait, à construire entre le milieu animaliste et celui de l'élevage, parce qu'il y avait parfois des souffrances qui étaient communes et qu'on pouvait dénoncer pour pouvoir construire des solutions ensemble. Donc en tout cas, voilà, cette année d'enquête, c'est vraiment ça que ça m'a montré, et c'est dans cette direction-là que j'ai ensuite voulu fonder Coexister, vraiment dans cette dynamique-là. Merci pour l'invitation et merci à vous d'être ici. Moi, quand j'ai commencé cette enquête, ce qui motive beaucoup mes enquêtes, c'est d'aller rencontrer les personnes qui sont accusées, qui sont pointées du doigt. Et en l'occurrence, moi, j'ai beaucoup de mes proches qui sont véganes, antispécistes, même si je ne le suis pas à titre personnel. Et globalement, dans les médias, et comme beaucoup de Français, j'entends toujours parler de l'élevage systématiquement en mal. Une industrie polluante, cruelle pour les animaux, néfaste pour la santé. Et quand j'ai rencontré les premiers éleveurs que j'ai rencontrés, je m'attendais à ce qu'ils se mettent à défendre leur filière et leur métier. Et en fait, ils se sont mis à le dénoncer eux-mêmes. Ils se sont dit, tu sais, nous, notre problème, c'est pas les écolos, c'est pas les véganes, c'est les gens avec qui on travaille. On est devenus esclaves de nos partenaires. Et ils m'ont raconté des histoires sordides. J'ai compris à quel point la détresse agricole était puissante. Enfin, je rappelle en préambule qu'il y a au moins un suicide d'agriculteurs chaque jour en France, et un chiffre récent, 6 tentatives de suicide par jour en France dans le monde agricole. Souvent, on la connaît, la détresse agricole, mais on a toujours l'impression que les raisons sont c'est un petit peu flou. On nous parle de centrales d'achat à l'étranger, de normes européennes ou de mal-être un petit peu ambiant, comme si c'était quelque chose d'inévitable en fait. Et les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit non, on a des noms d'entreprises, on a des documents, on a des chiffres, et j'ai compris qu'en fait, il y avait énormément de pratiques qui étaient impensables et qui pouvaient être révélées vraiment de façon très précise. C'est ce qui a motivé mon enquête. Voilà. Merci. Et question pour toi, Madeleine, avant de savoir si ce que disent Ulysse et Virginia fait des échos avec ton histoire. Donc toi, à la base, tu n'es pas issue du monde de l'élevage, ton compagnon Olivier non plus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui vous a poussé à rejoindre ce monde de l'élevage? Qu'est-ce que vous en attendiez à la base? Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, non, nous, on n'est pas du tout issus du monde agricole. Déjà, voilà, on n'a pas de famille, on n'a pas... Voilà, c'était vraiment un choix qui se portait vraiment sur des valeurs en lien avec la nature, en lien avec le vivant. On voulait vraiment recréer un écosystème équilibré. Alors je dis on voulait, mais on veut, en fait. Il faut que je change la conjugaison. Et en fait, voilà, on s'est retrouvés plongés dans un monde et un univers qui ne nous appartenait pas du tout. Merci. Virginia, donc l'association Coexister porte une vision de cohabitation respectueuse entre les humains et les autres animaux. L'objectif, c'est de mettre ça en place concrètement. Et tu es actuellement en train de passer tes qualifications d'agricultrice. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous expliquer les raisons qui t'ont poussé à faire cette formation, et est-ce que ça t'a donné un autre regard sur le monde de l'élevage et sur les éleveurs et les éleveuses? En fait, c'est vrai que quand on parle du militantisme animaliste, on a souvent cette tendance à étiqueter les militants, les militantes de bobos des villes qui comprennent rien à la paysannerie et qui sont forcément contre les éleveurs, les éleveuses, et qui connaissent non plus pas grand-chose aux animaux. Et j'avais pas l'impression de me retrouver dans cet étiquetage, mais je le comprenais. Je comprenais pourquoi est-ce que du milieu de l'élevage, c'était cette étiquette qui m'était attribuée. Et en fait, quand j'ai créé Coexister, mon but, c'était vraiment d'être dans la pratique, de proposer des solutions concrètes et palpables
palpable à court terme et à long terme. Et c'est pour ça qu'avec l'association, on a créé un sanctuaire qui accueille des animaux qui auraient dû partir à l'abattoir. Donc en fait, depuis 6 ans maintenant, je cohabite avec des vaches, des cochons, des moutons. Et l'idée, c'était déjà de montrer que c'était possible de faire autrement, mais surtout de s'imprégner aussi de cette réalité-là, de vivre avec ces animaux dits de rente. Et donc très rapidement, j'ai adopté ce quotidien d'une paysanne, en fait, un peu différente des autres, mais quand même. Et il y a quelques temps, je me suis dit, mais en fait, si je veux pouvoir accompagner ces personnes issues de l'élevage dans une reconversion, je dois vraiment savoir de quoi je parle. Donc de connaître les animaux, connaître le quotidien, c'est une chose, mais je dois être encore plus à même de comprendre le monde agricole. Et de fil en aiguille, je me suis inscrite justement à cette formation que je fais en accéléré en raison des années d'expérience passées. Sur le lien avec les éleveurs et les éleveuses, j'ai envie de dévier un petit peu sur la partie sanctuaire également, puisque donc, avec le sanctuaire, ça permet de faire venir des éleveurs et des éleveuses, et dans le milieu antispéciste, animaliste, parfois il y a un petit peu cette idée que les sanctuaires, c'est pas forcément très utile, parce que ça ne permet de sauver que quelques individus par rapport à tout le nombre d'animaux qui souffrent. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire déjà un petit peu de ça, et à quel niveau est-ce que ça permet de créer des liens avec ces personnes du monde agricole ? En fait, le sanctuaire, c'est devenu un lieu d'expérimentation très concrète de la coexistence interespèces, donc on sort de la théorie, totalement. Et je dis toujours que pour la quarantaine d'animaux qui vivent au sanctuaire, non seulement leur monde a changé, mais ces animaux sont devenus leur propre porte-parole. Ce qui fait que quand on a des visites de classe, quand on a des visites d'entreprise, quand on a des éleveurs, des éleveuses qui se questionnent, on a vraiment la possibilité de les faire... de les immerger en fait dans ce monde-là. Et il y a des éleveurs et des éleveuses qui se questionnent, et au contact d'un cochon dans un sanctuaire qui est détenu de façon différente, ou un bovin, il y a tout d'un coup un déclic qui peut se faire aussi. Et ça, c'est toutes les catégories de la population qui viennent au sanctuaire, mais c'est vrai qu'avec le milieu agricole, il y a ce côté très palpable, en fait, où tout d'un coup, des éleveuses, des éleveurs qui se questionnaient arrivent au sanctuaire, voient comment ça se passe, comment ça s'organise, mais aussi rencontrent les animaux avec un autre regard. Parce que les animaux sont libres de leurs mouvements, et en fait, ils sont tellement habitués au contact humain qu'ils viennent le quémander, en fait. Et donc, ça m'arrive d'avoir des personnes de l'élevage qui me disent « mais en fait, j'ai jamais vu vraiment ce que c'était qu'une vache heureuse jusqu'à maintenant ». Et là, tout d'un coup, il y a un lien qui se crée, et donc la prise de conscience peut vraiment être amplifiée par ce biais-là. Donc en fait, j'aime bien dire que les chiffres sont toujours très abstraits, ils sont importants pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit, mais la rencontre vraiment d'individu à individu peut vraiment créer des miracles incroyables, en fait. Merci. Et Ulysse, du coup, tu nous as déjà un petit peu parlé en introduction des difficultés des éleveurs et des éleveuses. Est-ce que tu peux peut-être détailler un petit peu plus dessus, ou nous raconter peut-être une ou deux histoires qui t'ont particulièrement touché ? Ouais, je vais vous raconter l'histoire de Sophie et Jean-François, parce que vous allez comprendre pourquoi. Sophie et Jean-François, c'était un couple d'éleveurs d'une trentaine d'années qui allait bientôt avoir 2 filles. Ils avaient un rêve simple, c'était d'élever 60 vaches en plein air. Et au premier rendez-vous bancaire, on leur a dit « Écoutez, nous, on ne vous suivra pas si vous ne prenez pas un élevage hors sol en plus. » Un élevage hors sol, en gros, c'est un élevage intensif. Ils avaient le choix, volaille, porc ou veau de boucherie. Vu qu'ils étaient plus portés sur les bovins, ils se sont dit veau de boucherie, mais ils se méfiaient, ils ne savaient pas trop dans quoi ils allaient mettre le doigt. Donc on leur a fait visiter des élevages témoins. Des élevages témoins en contrat avec un industriel néerlandais qui s'appelle Vendry. Et sur place, on leur dit, écoutez, c'est vraiment très simple, on vous livre, c'est simple, l'entreprise vous livre les animaux, il vous livre les aliments, il y a tout un cahier des charges, un technicien vient vous expliquer, vous aider. C'est super simple, ça ne prend qu'1h30 le matin, 1h30 le soir, le reste du temps, vous pouvez vaquer à vos occupations, vous occuper de vos vaches en extérieur, tout ça. Tout a été fait pour les mettre en confiance. Donc, ils ont été convaincus et ils ont emprunté 1 million d'euros pour ce projet qui a tardé à se mettre en place. Je vous passe ces détails parce que le plus important, c'est que dès que ça a commencé, ils ont eu l'impression qu'on leur avait menti depuis le début. C'était beaucoup plus long que prévu. Déjà, ils y passaient, ils commençaient à 8h, ils finissaient à 22h. Et c'était beaucoup plus dur que prévu également. Il y a plein de choses qu'on ne leur avait pas dit. Bon, il y a tout le côté administratif, mais il y a juste le déchargement des animaux. Sortir 400 veaux, c'est un élevage de 400 veaux qui sont pris.
400 veaux, ça se fait pas à deux. Donc il faut demander de l'aide à des amis, à de la famille, et il y a de la main-d'œuvre gratuite dans énormément d'élevages. Et ça, on n'en parle jamais. Et surtout, très rapidement, ils ont été assez peinés parce qu'ils avaient les deux modèles côte à côte. Ils avaient ces animaux, ces veaux, qui étaient dans des cages individuelles, puis dans des cages collectives, qui boivent du lait en poudre, qui ne voient jamais la lumière du jour. Et à quelques mètres de ce bâtiment, ils avaient leurs 60 vaches à qui ils donnaient des prénoms, avec les veaux qui naissaient, qui étaient leur mère. Et ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais quand on a emprunté 1 million d'euros, on n'a pas le choix, il faut continuer. Donc ils travaillent d'arrache-pied. Sophie finit en burn-out parce que c'est trop dur à supporter, mais dans l'élevage, on n'a pas le droit de tomber malade, donc elle a beau être en burn-out, elle continue de travailler. Et à un moment, ils sont sur le point de toucher une prime de 16 000 euros parce qu'ils ont des bonnes performances techniques. Ils se disent, bon, au moins, on aura été récompensé pour nos efforts. Juste avant de toucher cette prime, ils reçoivent un ultime lot d'animaux. S'ils font des bons résultats, ils ont cette prime. Et ils reçoivent des animaux boiteux, malades, qui tiennent pas debout. Il y en a, il faut les porter jusqu'à leur cage. Et les semaines qui suivent, c'est l'hécatombe absolue. Les animaux, ils tombent les uns après les autres. Donc, c'est des animaux qu'on leur a imposés. On leur impose également de l'aliment qui est très douteux. La poudre de lait, elle est jaunâtre au lieu d'être blanche. Au total, il y a 72 veaux sur les 400 qui meurent les uns après les autres. L'industriel n'y réagit pas. Il lance l'alerte, Sophie et Jean-François. L'industriel ne réagit pas, ce sont les services vétérinaires, ils voient les morts déclarés en digne, ils se disent « mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Et donc, suite à ça, Sophie et Jean-François, ils sont traumatisés, il y a des grosses conséquences financières, ils se mettent un peu à l'ouvrir, à protester, mais dans le monde agricole, quand vous commencez à l'ouvrir, on vous fait taire. Donc, quelques mois plus tard, il y a un courrier de l'industriel qui dit « Écoutez, manifestement, vous ne savez pas vous occuper d'animaux. » Ils les accusent de maltraitance animale et ils rompent le contrat en disant « Vous n'avez plus envie de travailler avec nous, vu ce que vous dites sur la société, etc. » Et voilà comment en 3 ans, on a emprunté 1 million d'euros et on se retrouve sans moyen de travailler. Face à ça, il y a beaucoup d'agriculteurs, comme je l'ai dit, qui décident de mettre fin à leur jour. Eux, ils ont fait un autre choix. 6 mois après notre première rencontre, je les retrouve près de chez moi à Rouen et je les vois en voiture avec des remorques à chevaux, avec leurs 2 filles de 4 et 6 ans. Et je leur dis « Mais vous êtes en voyage? Qu'est-ce que vous faites ?» Ils font « Non, Ulysse, on n'est pas en voyage. Ce que tu vois, c'est notre maison. » C'était devenu une famille en cavale qui était recherchée par les banques et l'administration, qui a eu aucun moyen à part s'enfuir pour trouver une porte de sortie. Et j'ai découvert ça devant moi. Et quelques semaines plus tard, je demande à Sophie des derniers documents parce que l'industriel essaye de censurer mon enquête. Il interdit à ses salariés de me parler, aux éleveurs en contrat avec lui de me parler. Et Sophie, elle m'envoie un dernier message en me disant « Ulysse, on est à la rue, on ne peut plus rien faire, on n'a plus accès à nos documents, on n'a plus accès au box où il y a nos affaires. Tout ce que tu peux faire, c'est raconter notre histoire pour pas que ça arrive à d'autres. C'est tout. » Depuis, son numéro est plus attribué. Je ne sais même pas où ils sont. J'ai raconté cette histoire dans des gros médias et je n'ai même pas de nouvelles d'eux. Ils ont tout simplement disparu. J'espère que je les retrouverai. Mais cette histoire, elle est très pertinente pour montrer toutes les dérives du système, quoi. Depuis le rêve paysan jusqu'à une issue qui peut être dramatique comme celle-ci. Et ce que tu dénonces là, c'est vraiment un fonctionnement mafieux au final. Et toi, durant tes enquêtes, enfin tes 2 ans d'enquête, est-ce que tu as subi, donc là tu dis avoir subi des pressions, mais est-ce que ça a été, à quel point ça a été? Est-ce que tu as eu peur parfois? Alors c'est vrai que certains de mes confrères, plutôt des consoeurs d'ailleurs en Bretagne, ont eu des roues déboulonnées, on a empoisonné leurs animaux de compagnie, ils ont des chevaux, on a ouvert les portes pour que les chevaux se soient retrouvés en divagation. Moi j'ai eu de la chance, pour l'instant j'ai pas subi ça. En revanche j'ai subi des pressions, et notamment de Christiane Lambert qui était la présidente de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, souvent accusé de ne pas défendre les paysans mais plutôt l'agro-industrie.
lors d'un entretien, le tout début du livre commence par la phrase « Vous êtes un fouille-merde ». C'est Christiane Lambert dans son bureau. J'ai des éléments qui m'indiquent qu'alors qu'elle était présidente de la FSEA, elle avait un élevage de porcs qui était en déficit permanent, des déficits à 5 voire 6 chiffres, dont elle ne percevait pas un centime. C'est-à-dire qu'elle ne vivait pas de l'agriculture, mais des mandats liés à l'agriculture. D'ailleurs, elle est obligée de garder sa ferme, parce que si elle n'a plus sa ferme, elle n'a pas le droit d'être présidente de la FSEA, d'avoir un siège au Crédit Agricole, etc., qui bien sûr lui offre un train de vie plus luxueux que la plupart des agriculteurs. Je lui ai fait part de ses découvertes, elle m'a arraché ma feuille de notes, elle m'a dit « Vous êtes un fouille-merde ». Elle m'a dit je vais porter plainte contre vous. Elle l'a pas fait pour l'instant. Et elle m'a dit je vais dire à tout le monde de pas vous parler. Voilà. Donc il y a de la menace, de l'intimidation, une sorte de censure qui essaye de se mettre en place. Bon, ça n'a pas marché parce que tout le monde m'a parlé au final. Mais voilà, j'ai reçu des coups de pression et puis j'ai reçu un courrier à mon domicile personnel d'une préfète qui essayait de me dissuader de publier des informations que j'avais, un coup de fil d'un procureur aussi. Donc, j'ai rien subi physiquement, tu vois. Mais ouais, il y a un climat extrêmement hostile, quoi. Et Madeleine, alors j'enchaîne avec toi parce que donc toi, c'est vraiment une petite exploitation, enfin un petit élevage que vous avez monté avec ton compagnon, mais on a déjà discuté de liens qu'il pouvait y avoir justement entre le petit élevage et l'élevage intensif. Et puis au-delà de ça, enfin déjà, est-ce que ce qu'a raconté Ulysse, est-ce que ça fait des échos dans ton histoire ? Et puis, est-ce que tu peux nous détailler justement ce que tu as un petit peu vécu par rapport à ce lien entre le petit élevage et l'intensif ? Par rapport à ce que Ulysse vient de nommer, alors c'est vrai que là, ça prend des proportions. Là, c'est quand même un level. Mais il n'empêche que nous, ça a démarré dès notre souhait d'installation. Déjà là, on parlait un petit peu de je trouve pas trop le mot, mais en tout cas, rien n'a été facile. On n'était pas issus du monde agricole. On avait eu d'autres vies avant. Voilà. Et en fait, on s'est retrouvés confrontés à des incohérences, ou en tout cas, par exemple, 15 jours avant de passer en commission SAFER. Donc la SAFER, vous savez, à partir du moment où il y a une certaine surface, c'est elle qui émet... c'est pour l'installation, c'est ça? C'est voilà. pour le droit en fait, ça démarre de là. Hein. Oui. Enfin, par exemple, 15 jours avant cette commission, notre banque nous plante. Alors que ça faisait 6 mois qu'on avait établi le plan de financement, etc. Bon, après, on s'est rendu compte que finalement, ceux qui candidataient étaient également à cette banque-là. Donc, il a fallu qu'en 15 jours, on se dépêche de retrouver une banque. Je me demandais aussi par rapport à ce que tu nous avais raconté sur tes agneaux et sur, tu sais, les premières portées d'agneaux. Si tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec cette portée. En fait, si vous voulez, dans notre système, dans ce qu'on a voulu mettre en place, nous, c'est comme si on était tombé dans un monde qu'on découvrait à chaque étape. Ça, c'est important de le dire aussi, parce que on a essayé. En fait, quand vous arrivez dans le monde agricole, on vous dit, c'est comme ça, en fait. Faut faire comme ça. Alors, ok. Donc, il y a des choses. Si on s'écoute. Ouais, comme couper la queue des agneaux. Ou... Il y a beaucoup de choses qu'on a modifiées qui n'étaient pas en accord avec nos valeurs par rapport à ce qu'on voulait faire. On s'est vraiment autorisé à faire ça, sauf qu'on a été confronté dès le début, et ça on a compris dès le début, qu'il fallait qu'on porte une attention particulière à nos animaux, en fait, puisque dès le début, en fait, on nous dit que, pour faire du lait, oui, il faut que les brebis aient des agneaux et des petits, et puis ensuite, ok, on peut démarrer la saison de lait, ok. Et puis les agneaux, on nous dit, non, mais soit vous les enlevez tout de suite, parce qu'en même temps, on les nourrit avec du lait en poudre, soit vous les laissez 7 jours, parce qu'il y a le colostrum, donc c'est là où il y a les défenses immunitaires, ok. Bon, et c'est tout. Donc en fait, nous, la première année, comme les mises bas sont arrivées 3 mois avant, on a laissé les agneaux 6 mois avec les mères. Donc autant vous dire que notre système n'était pas rentable du tout. Mais on a laissé les agneaux 6 mois, et ça nous a vraiment permis aussi d'observer
à quel moment les mamans, elles en avaient un peu ras-le-bol. Et puis en même temps, là, on n'avait pas le choix, c'est-à-dire qu'il fallait tous qu'on travaille ensemble. Un, pour soulager les mères qui avaient mis bas à une certaine date. Et puis deux, on n'avait pas d'électricité dans le bâtiment, donc il a fallu que pendant 4 mois, on traite 8 heures par jour à la main. Alors, c'est une manière de rencontrer le troupeau, je joue la corde, mais en tous les cas, on n'avait pas le choix. Et c'est là où on s'est tous serré les coudes, animaux et nous, parce que en fait, nous, c'est Olivier et moi, on n'est pas à 36 000. Et effectivement, quand on a été au bout des 6 mois, nos agneaux, ils étaient beaux, on les portait, voilà, on avait un rituel, tout ça. Il fallait qu'à un moment donné, ils partent de la ferme. Et là, on nous a dit, oui, moi je fais toujours comme ça, j'appelle un tel qui vient. Et ok, alors on a appelé un tel qui est venu à la ferme et puis qui a chargé nos agneaux. Il nous a dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux vos agneaux. Ah oui, bien sûr qu'ils sont beaux, on les a choyés pendant plusieurs mois. Et puis Olivier, donc mon conjoint, il me dit, choisis parce que moi je peux pas. Ah. Donc là, effectivement, choisir qui doit vivre, qui doit mourir, c'est une épreuve, c'est une sacrée épreuve, parce que on n'est personne en fait pour choisir qui doit vivre, qui doit mourir. Personne ne devrait avoir ce choix à faire sur un être vivant quel qu'il soit. Et donc là, effectivement, il y a eu ce choix de dire, voilà, celui-là il part, celui-là il reste, celui-là il part, celui-là il reste. Et au moment où tous les agneaux que j'avais décidé de laisser partir ont été dans le camion, la personne nous dit, on dit, et au fait, vous allez où ? Et là, il nous dit, je vais dans le nord de la France et c'est dans un élevage de 7000 agneaux. Et là, mon conjoint, il dit, non, vraiment, si on avait eu cette information avant tout ça, jamais on les laissait partir. Et je crois que derrière, j'en ai pleuré pendant, mais pleuré vraiment à chaudes larmes encore. Encore, là maintenant, c'est assez compliqué dans le sens où je disais à mon mari, c'est pas possible, je retourne les chercher, je sais où ils sont. Voilà, c'était Michou, c'était sa bande, on les biberonnait. Enfin voilà, il y avait. C'est encore. Ça fait 2 fois quand même. Il y avait un attachement à ces animaux et on s'est promis de plus jamais avoir ce choix à faire, vraiment. Et donc, comme dans l'élevage, il y a des cycles, et vous êtes sûr que l'année d'après, rebelote. Et donc, rebelote, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on a essayé de prendre une autre décision et que du coup, nos agneaux puissent aller dans un lieu un peu plus décent. Mais il n'empêche que la finalité, elle est la même. C'est-à-dire que chaque année, il y a un choix à faire. Alors au début, on va vous dire, oui, il faut choisir les génétiquement, il faut garder des agnelles, alors c'est les petites filles, de renouvellement. Et c'est vrai que d'année en année, en fait, c'est toujours la même chose qui se passe. Et donc, du coup, on a essayé de mettre en place un système qui nous paraissait plus juste, c'est-à-dire que nos agneaux puissent aller au moins dans un lieu déjà bio. Donc, on savait qu'ils allaient dehors. Dans un lieu à côté, on savait qu'ils étaient... Mais en même temps... si on veut faire du lait, le sacrifice des petits, on peut pas faire autrement. Et on a tout modifié le système, c'est-à-dire qu'on en parlera plus tard. On a essayé donc toutes les étapes de vie de la naissance à la mort, en tous les cas, on a modifié tout ce qui était à l'encontre de nos valeurs, ce qui nous paraissait complètement aberrant, où les gens vous disaient mais non, mais c'est comme ça. Et sauf ça. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a pas réussi à changer et ça devenait trop pesant à la longue les premières années, on s'attachait, les petits ils étaient là, on disait allez, accroche-toi. Ceux qui, voilà, on en a même eu un qu'on a nommé le président parce que à un moment donné, il y avait un handicap. Alors oui, il fallait le nourrir, tout ça, etc. Et puis le jour où les agneaux sont partis, la veille, Olivier dit écoute mon petit kiki, il faut que tu qu'est-ce qu'on va faire de toi en fait ? Et le président, il est parti.
tout seul. Voilà, on n'a pas eu besoin de... Donc d'année en année, on se disait, alors à quoi ça sert en fait de vouloir maintenir les agneaux en vie? Qu'est-ce qu'on leur propose comme avenir décent? On était presque plus contents de les remettre, nous, à la terre, parce qu'au moins on les honorait, que effectivement de les laisser partir derrière. Alors après, la solution qu'on a trouvée par rapport aux petits, enfin qu'on a trouvée, mais c'est pas une solution qui allait être durable dans le temps, c'est qu'on avait mis en place avec l'abattoir un deal, c'est-à-dire que moi j'allais jusqu'à l'abattoir. Alors il faut se confronter à l'abattoir, hein. C'est un monde encore un peu différent, pour récupérer les peaux de nos agneaux, les ramener à la ferme. C'était la seule manière que j'ai trouvée pour les honorer et les ramener à la maison. Donc effectivement, je tannais les peaux. C'est un travail émotionnel qui est pas facile, mais c'est la seule chose que j'ai trouvée à mettre en place pour les remercier de leur courte vie. Et dernièrement, tu nous expliquais aussi que quand au magasin, du coup, tu voyais les agneaux à côté de tes fromages, je crois que c'était compliqué aussi, ça te faisait quelque chose? En fait, oui, parce qu'une fois qu'ils sont plus à la maison, en fait, c'est pas qu'on oublie, parce que l'année d'après, ça recommence. Donc en fait, on n'oublie pas. Mais il y a une partie du cerveau qui switch, parce qu'il dit, bon, ok, c'est dur, mais en même temps, on savait là où ils allaient. Donc on savait que c'était pas, il n'y avait pas une mort immédiate, mais la finalité, elle restait quand même la même. Et effectivement, c'est Olivier. Donc on est dans des circuits courts, donc beaucoup de magasins de producteurs, des marchés, etc. Et là, cette année, effectivement, dans les banques de froid de présentation, on a nos fromages, tout ça. Et puis à côté, il y avait nos agneaux qui étaient vendus. Et là, Olivier a dit non, c'est plus possible. Je ne peux pas voir mes petits kikis qui sont là, voilà. Ouais, voilà. Donc, je voulais finir par petit chou, mais je raconterai après. Et du coup, prochaine question pour toi, Virginia. Donc, l'association Coexister, c'est une association antispéciste, animaliste, qui prône justement la fin de l'exploitation animale. Une association antispéciste qui aide les éleveurs, c'est quand même un peu une idée folle, non? Donc, comment est-ce que ça t'est venu? Quelle est l'origine de la réflexion? Et puis, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? En fait, au fur et à mesure des rencontres avec les éleveuses et les éleveurs, souvent, il y avait un discours qui revenait. C'était « j'ai choisi ce métier, 1, parce que j'ai envie de nourrir la population, et 2, par amour des animaux ». C'est très souvent les deux arguments qui les ont amenés à embrasser ce métier. Et en fait, là, je me suis dit, c'est fou, parce que à force d'exercer dans une filière qui leur correspond plus, ils ont oublié en fait une de leurs valeurs. Et même quand on parle de nourrir la population, c'est discutable. Hein. Quand on regarde à quel point les terres arables sont essentiellement dédiées à nourrir des animaux plutôt que la population, on peut se poser des questions, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et en fait, je me suis dit, mais je suis persuadée, c'était un peu naïf de ma part peut-être au début, mais je me suis dit, si j'arrive à les raccrocher à leurs cordes sensibles et à leurs valeurs premières, qui étaient celles aussi d'aimer les animaux, peut-être qu'on peut initier un dialogue et trouver des solutions à construire ensemble. Et donc moi, je ne vais pas approcher les éleveurs avec une dynamique d'argumentation pour les convaincre, en fait. Ça ne marche pas, c'est pas intéressant. C'est très important que ces personnes aient elles-mêmes un déclic qui les pousse à vouloir se questionner et éventuellement à changer. Et en fait, avec l'association, depuis le début, je dis, je vais ouvrir cette porte. Peu importe si elle fonctionne ou pas, voilà, si elle mène quelque part, mais je vais ouvrir cette porte, j'ai envie d'initier ce dialogue et faire en sorte que les personnes qui se reconnaissent dans une volonté de changement puissent venir nous approcher. Et il a fallu attendre 2021, en effet, pour qu'un premier couple d'éleveurs-éleveuses s'approche de l'association, initialement pour nous replacer leurs 2 dernières vaches, et en fait, de par l'accueil de ces vaches par mon sanctuaire, a commencé ce parcours de reconversion. Et il s'agit du premier couple d'éleveurs qu'on a accompagné en Suisse, Stéphane et Valérie Beau, qui ont depuis complètement changé d'optique vis-à-vis des animaux, d'une part, et ils ont créé une boulangerie végétale pour proposer des alternatives justement aux produits animaux. Et donc l'idée, c'est de dire, ok, il y a des sujets sur lesquels on ne va pas forcément s'entendre, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui nous rassemblent aussi. Et je préfère de loin, c'est un peu ma philosophie de vie, j'ai envie de dire,
mettre de l'énergie là où on peut construire ensemble plutôt que de systématiquement regarder ce qui nous oppose. Et globalement, dans la vie, hein, j'ai envie de faire ça, toutes causes confondues, mais avec le milieu de l'élevage aussi. Et en fait, très souvent, ce que ces personnes m'ont dit, je ne sais pas si ça résonnera avec toi, Madeleine, hein, mais Stéphane, typiquement, le premier éleveur qui s'est approché de moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé ensemble pendant 4 heures, puis il me dit, mais en fait, tu es beaucoup plus tolérante que nous. Et il était surpris de ça, parce que voilà, il y avait une image médiatique des militants comme étant extrêmement bornés. Et puis en fait, là, de discuter, ça lui a permis de voir qu'il était même plus borné, lui, que moi, au final. Et en fait, on a construit ce cheminement de reconversion ensemble. Et depuis que lui a affiché publiquement sa reconversion, ben, il y en a eu d'autres qui ont passé ce cap. Et l'idée, c'est de dire, voilà, on ne va pas perdre de temps à essayer de se convaincre mutuellement des choses sur lesquelles on ne va pas bouger. Par contre, là où on peut bouger ensemble, allons-y. Et construisons vraiment des sillons ensemble, en fait. Alors, c'est clair que dans l'accompagnement à la reconversion avec Coexister, il y a une seule ligne directrice, c'est la fin de l'exploitation animale. Après, à quelle temporalité? Sous quelle forme? Comment on y arrive? On va construire ça ensemble. Chaque projet est unique, mais c'est la seule ligne directrice. Et c'est pour ça qu'il y a des projets qu'on initie et qu'on doit malheureusement avorter, parce que tout d'un coup, la personne qui veut se reconvertir à la base me dit « Ah bah non, en fait, je vais quand même garder une petite partie du cheptel pour la consommation personnelle ou la consommation du village ou de la famille. » Il y a un bout, je comprends, voilà, c'est un choix, mais dans ce cas-là, je ne vais pas au bout de l'accompagnement. Et des fois, ces personnes, 6 mois plus tard, me recontactent parce qu'elles ont changé d'avis. Mais disons que c'est un peu le déclic commun de toutes ces personnes qui ont fait ce choix-là, c'est qu'à un moment donné, elles ne peuvent plus se regarder en face, en fait, quand elles chargent les animaux dans la bétaillère. Et c'est là que le changement est possible. Parce que je dis toujours, il y a énormément de problèmes économiques dans l'agriculture, on le sait, hein, le livre d'Ulysse l'illustre assez bien. Mais si la volonté de changement, elle est uniquement motivée par des raisons économiques, on n'est pas à l'abri que dans 6 ans, tout d'un coup, l'éleveur, l'éleveuse se disent « Ah bah tiens, en fait, l'élevage de dindons, c'est plus rentable que ce que je pensais et je retourne en arrière. » Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Quand on s'investit dans un projet de reconversion, c'est qu'il y a vraiment ce déclic qui fait que les personnes ne reviennent plus en arrière et puis elles changent complètement leur rapport aux animaux. Et bah, sur les accompagnements, justement, tu t'expliquais un petit peu qu'on construit le projet sur mesure avec la personne. Est-ce que tu peux nous détailler peut-être ça un petit peu plus? Parce qu'une question qu'on a tout le temps, c'est « mais que font les éleveurs après ?» Donc, que font les éleveurs après? Et puis, bah, toi, au niveau de ta formation également, qu'est-ce qui te permet de pouvoir mettre en œuvre ces reconversions et de co-construire ces projets? Alors l'idée, c'est vraiment de ne pas arriver avec un modèle préétabli parce que ça, c'est rédhibitoire. Il faut savoir que dans le monde paysan, il y a une aversion totale de ce qui est administratif et on peut le comprendre. Donc si je viens avec un costard puis je dis bah tiens, je vais te proposer ce modèle, je rejoue ce que les lobbies font en principe, hein, et on ne va pas m'accorder cette confiance. Donc non, j'y vais vraiment d'humain à humain et j'essaie de regarder avec la personne qu'est-ce qui la motive intérieurement et je dis toujours un peu naïvement, mais c'est pour ça qu'on s'était bien entendu, parce qu'il faut savoir que sur la ferme de Madeleine et Olivier, il y a une phrase qui est notée quelque part qui dit que tout commence par un rêve. Et je dis toujours un peu naïvement à ces personnes, mais si tu n'avais pas ces contraintes économiques, etc., qu'est-ce qui t'animerait vraiment? Dans quelle direction tu aurais envie d'aller? Et c'est là qu'il y a des personnes qui veulent tout d'un coup faire tout autre chose que de l'agriculture. Il y en a qui se sont formés vraiment dans d'autres métiers. Et par exemple, pour Stéphane, dont on parlait tout à l'heure, lui, sa passion, c'était la boulangerie, sa première passion. Et c'est pour ça qu'on l'a fait raccrocher avec ce métier en l'adaptant avec ses valeurs nouvelles. Donc chaque projet est unique, ça dépend de la taille de l'endroit, qu'est-ce qu'ils veulent en faire, est-ce qu'ils veulent se reformer ou pas, est-ce qu'ils veulent changer de filière ou la faire évoluer, est-ce qu'ils veulent garder des animaux ou pas, enfin c'est vraiment des questions comme ça. Et donc chaque projet est véritablement unique. Par exemple, on a Elodie en Bretagne, qu'on accompagne actuellement, qui était une éleveuse de vaches, de génisses en l'occurrence. Et elle a été tellement dégoûtée par son métier qu'elle a voulu quitter la ferme et vraiment, elle ne veut plus entendre parler d'agriculture. Voilà, c'est un choix. On l'a aidée à replacer ses 41 derniers bovins et maintenant, elle est en train de prendre soin de sa santé, en train de se redécouvrir parce qu'il y a quelque chose de très important à dire aussi, c'est que ce n'était pas le cas de Madeleine et Olivier, comme vous le savez, parce qu'ils viennent d'un milieu autre et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont pu se remettre en question plus vite. Mais dans le milieu agricole, il y a une telle fierté, une telle loyauté aussi vis-à-vis des générations passées que c'est très dur de remettre en question les modèles. Et en fait, Elodie, elle a 42 ans aujourd'hui, puis elle me dit, Elodie, mais en fait, j'ai 42 ans et je suis en train de me questionner maintenant sur qui je suis. Pendant 42 ans, j'ai juste exercé un métier parce que mes parents faisaient ça et j'ai embrassé ce métier alors qu'en fait, elle n'était pas du tout destinée pour ça. En tout cas, ça ne lui correspondait pas. Et il y a eu toute une cascade de prise de conscience qu'elle a dû faire. D'ailleurs, son père s'est suicidé
Et c'est elle qui l'a retrouvée. Donc il y a eu plein de cheminements qu'elle a dû faire toute seule dans son coin. Et maintenant, on le fait ensemble, ce cheminement-là. Mais elle dit, mais je ne pensais pas que c'était possible, en fait, même de réfléchir à autre chose. Et donc c'est là où il y a tout un monde nouveau qui peut s'ouvrir et qu'on peut co-construire. Et l'idée vraiment, de mon point de vue en tout cas, c'est de parvenir à faire preuve d'humilité et d'accompagner les personnes en fonction de leur temporalité. Et il y a des projets qui se font en 6 mois, d'autres qui vont se faire en 3 ans, d'autres qui partent très fort et qui ralentissent après, il n'y a pas de règle. Mais par contre, je dirais que ce point commun qui est ce déclic éthique fait que les projets qui sont en chemin donnent des miracles absolument incroyables que les personnes n'auraient pas pu imaginer elles-mêmes en fait. Et on les voit se transformer physiquement. Enfin, c'est le cas d'Élodie en ce moment aussi. Enfin, c'était quelqu'un de tellement éteinte et introvertie et peu sûre d'elle quand je l'ai rencontrée il y a un peu plus d'une année maintenant. Puis là maintenant, je la vois, elle a un rayonnement intérieur qui est complètement différent parce que voilà, c'est pas qu'elle a plus de problèmes. Hein. Elle a toujours des problèmes financiers, administratifs, juridiques, mais elle se regarde en face dans le miroir et elle sait pourquoi elle a fait ce chemin et elle dit toujours, voilà, le plus dur est fait. Maintenant, il y a encore, bien sûr, des choses à régler. Mais au moins, elle s'endort avec la conscience tranquille et elle se réveille le matin, le cœur léger aussi. Et tu parlais justement d'Élodie qui disait qu'elle ne pensait pas que c'était possible. Ça me fait penser à Alice Fauconnet, donc, qui est la fondatrice de New Roots, donc les fromages qu'on va déguster après, et qui me disait que selon elle, une des plus grosses tares de l'être humain, c'est qu'on manque d'imagination. Et donc, très souvent, quand on a un modèle préétabli, on n'arrive pas à s'imaginer qu'il y a autre chose. Et c'est vrai que par rapport à également toute la crise agricole dont on a entendu parler cette dernière année, et puis voilà, qui était un peu rampante également avant, on nous présente souvent comme modèle le fait que pour aider les éleveurs et les éleveuses, il faut produire encore plus de viande et de lait, il faut manger encore plus de viande et de lait, ou bien, sinon, on est contre les éleveurs et les éleveuses, on veut leur mort. Et l'association Coexister, du coup, propose une sorte de troisième voie pour permettre de sortir de ce fameux clivage et voilà, aller vers autre chose. Et en parlant d'aller vers autre chose, du coup, Madeleine, toi, où est-ce que tu en es de ce parcours avec Olivier? Où est-ce que vous en êtes? Et puis, quelle est la suite envisagée? Alors nous, déjà, on attendait les 5 années d'installation. Parce qu'en fait, il faut le dire, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on s'est installé en tant que jeune agriculteur. Et en fait, vous êtes coincé. C'est vraiment vous êtes coincé pendant 5 ans. C'est-à-dire que c'est un contrat, c'est ça? Ah ouais, c'est plus qu'un contrat. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu perçois des aides, mais il faut vraiment que ton prévisionnel, et c'est le seul domaine que j'ai vu fonctionner comme ça. Il faut vraiment que ton prévisionnel colle avec ton réalisé, mais je vais pas te dire au centime près, mais on n'en est pas loin. Et donc, tu sais que pendant 5 ans, tu peux pas faire un pas de côté, tu peux pas changer ce que tu as écrit, même s'il y a des choses que tu as envie de développer différemment, etc. Et on voulait montrer que notre modèle sur une petite ferme, s'il fonctionnait, ça voulait dire qu'il pouvait se démultiplier et fonctionner de partout. Alors on a réussi à 90%, à tout modifier, que ça aille de la présure que vous utilisez pour le fromage, parce que quand on fait un fromage, on utilise, alors on ne vous le dit pas ça, ça vous le découvrez, mais on utilise de la présure généralement animale. Donc il y a des animaux qui sont dédiés à ça, qui sont ouverts et refermés, ouverts, refermés, et on les prélève pour créer de la présure. Et donc il y a de la présure animale, mais il existe de la présure végétale. La présure, juste s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet le caillage du lait pour faire le fromage. Et voilà, c'est issu des animaux. Et oui, voilà, et donc maintenant, il y a de la présure bactérienne, il y a de la présure. Donc là, nous, quand on a su ça, voilà, on a modifié aussi on a pris à base de champignons, voilà. Bon, en tout cas, il y a eu des modifications au fil du parcours, des réajustements, parce qu'un paysan, effectivement, il est soigneur, il est accoucheur, il est céréalier, il est gestionnaire, il est commerçant, il est comptable, enfin voilà. En même temps, là, on peut postuler presque partout. Normalement, on a carte blanche. Et en plus, on travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7, et on n'a pas pris, je crois, un jour de congé depuis 7 ans, enfin un jour de répit. Donc il y a quand même une endurance psychologique et voilà. C'est vraiment pour dire qu'il y a une partie de nous qui est quand même triste de ne pas avoir pu trouver de solution par rapport aux petits. Et du coup, on est resté en disant, effectivement, on n'a pas trouvé
pour faire du lait, il faut sacrifier les petits. Bon, on n'a pas trouvé d'autre chose. Donc ça nous était insupportable. On ne pouvait plus. Et en fait, si vous voulez, c'est un système qui nous... et ça, c'est hyper important parce qu'il y a le système à grande échelle, enfin, je veux dire, avec des contrats, etc. Nous, on a toujours essayé d'être maître de nos prix, de nos circuits. Enfin, voilà, on négociait rien. Ils avaient qu'à baisser leurs marges. Nous, on maintenait nos tarifs. Mais il n'empêche que c'est un système qui est comme un rouleau compresseur. Et en fait, les premières années, on ne s'en rend pas compte, mais au fur et à mesure... Et pourtant, ça fait que 6 ans, quoi. Donc, imaginez ceux qui en passent un tiers de leur vie. Et je répondrai vraiment à ta question après, mais c'était important moi, j'avais besoin de clarifier ça. On a toujours su qu'il fallait qu'on attende 5 ans. Voilà. Et quand la 5e année est arrivée, qu'on n'a pas eu de rappel, de contrôle, de machin, on a dit, OK, on peut passer à l'étape 2. Mais sauf que l'étape 2, vous êtes épuisés, en fait. On est épuisés. Et donc, on est revenu, finalement, il a fallu aussi qu'on se rappelle ce qu'on voulait faire au départ. Pourquoi on avait voulu être paysan et pourquoi on avait voulu être au contact du vivant. Voilà, c'était quoi notre véritable... ce qui vibrait à l'intérieur. Parce qu'on aurait pu retrouver un travail dans des domaines, peu importe. Mais qu'est-ce qui nous avait fait prendre cette décision-là? Et donc, il a fallu vraiment qu'on se rappelle de ça pour réenclencher et retrouver de l'énergie. Pas pour recommencer, parce qu'à un moment donné, on a pu acquérir aussi beaucoup d'expériences, d'observables, de réajustements. Mais voilà, ça, c'était une étape qui était nécessaire. Il y a eu la rencontre de Virginia avec l'association Coexister, qui nous a aussi dit « Ok, c'est possible de faire différemment avec les animaux. » En fait, nous, on les aime tellement, nos animaux, elles ont tout un prénom. Enfin, quand on est arrivé, on a dit « Oulala, 90 !» Comment ils font les gens pour reconnaître leur... Et en fait, non, mais elles ont tout un prénom, toute une caractéristique, on les connaît par cœur, on connaît leurs habitudes, etc. Et donc, c'est cette relation de cœur. On aime ouvrir la fenêtre et avoir nos animaux qui sont sous la fenêtre. Voilà, donc on a vraiment pu goûter à ça pendant ces 5 ans, en fait, où on a toujours mis l'animal en avant. Par rapport même à nous, on préférait qu'elles aient à manger plutôt. Enfin voilà, nous on allait se débrouiller. C'était toujours les animaux et la nature en premier. Et donc là, en fait, on va remettre en place ce qu'on aurait aimé mettre en place plus tôt. Donc pour la partie des animaux, effectivement, nos brebis. Nos chères brebis, essayer de développer un petit peu l'éco-pâturage pour promouvoir l'entretien des espaces via les animaux et non pas via des moteurs ou autres, en tout cas, et avoir des actions de sensibilisation par rapport aux animaux. Et puis, créer un refuge, donc un refuge pour animaux de ferme. Et là, en fait, ça vibre tellement, on est tellement content. En fait, il n'a encore pas démarré, mais on est trop content parce que c'est exactement la relation qu'on a déjà avec nos animaux et qu'on a envie encore de donner et de donner. Et puis, une école de formation qui s'appelle l'École de la Terre Verte, donc qui est vraiment sur un enseignement du vivant, et des hébergements sur site, des hébergements où il y a quand même une réflexion à la fois sur les matériaux et à la fois sur une intégration pleine et entière, justement pour pousser encore un peu plus loin sur un mode de vie différent, où on peut vivre différemment. Et surtout, on réduit nos espaces pour agrandir ceux des animaux. Ça veut dire qu'on est aussi installé en plantes aromatiques et médicinales, on est aussi en permaculture, etc. Mais l'idée, c'était vraiment si vous empruntez les sentiers chez nous, peut-être vous allez croiser Senior, qui est notre comtois, peut-être vous allez croiser d'autres animaux. C'est vraiment ça, en fait. C'était de se dire, ouais, ok, on a une place différente, et là, on rentre dans leur univers. Et donc, à nous de nous adapter, nous de réajuster par rapport à qui nous sommes. Et voilà. Donc, c'est un petit peu ça qu'on a envie de... Encore une expérimentation sur l'ensemble des règnes, mais quelque chose qui est hyper juste. Et voilà. Il a fallu tout recommencer, mais l'association nous a vraiment permis de dire, OK, c'est possible, en fait. On peut... Et c'est un soulagement énorme, tant sur les côtés administratifs que sur les visions. Et puis, enfin voilà, j'ai pas trop de mots parce qu'en fait, nous, on aime donner, mais on sait pas trop bien encore recevoir. Voilà.
Super, merci beaucoup. Et donc, on précise évidemment quand on parle de refuge, l'idée c'est évidemment du coup d'accueillir des animaux, donc de garder vos brebis, de ne plus les faire se reproduire, et à côté de ça, d'être très probablement en partenariat avec une autre association pour également pouvoir accueillir des animaux issus de maltraitance et les accueillir et voilà, les garder ad vitam aeternam sans exploitation désormais. Est-ce que je peux juste raconter Bien sûr. de Petit Chou? Vas-y. Je vous raconte l'histoire de Petit Chou parce que donc normalement c'est Olivier qui devrait la raconter, mais Petit Chou déjà c'est Olivier qui l'a mis au monde. Voilà, c'est lui qui l'a accouché. Il a vraiment aidé sa maman qui se levait plus et il pensait pas qu'il allait survivre. Voilà, donc il le met au monde et puis il le dépose à côté de sa maman pour qu'elle commence à enlever à nettoyer, etc. Et puis donc voilà, ils sont l'un contre l'autre et donc ils passent la nuit comme ça et le lendemain, Olivier va voir en pensant que le petit n'avait pas survécu et sa maman ne se levant plus. On était en train de l'accompagner, de la soigner. Et en fait, le petit était lové dans le cou de sa maman. Sa maman avait entouré donc son petit et puis c'est la maman qui est partie. Voilà. Et donc, belote. Et donc, on l'a nourri, c'est le seul, cette année en tout cas, qu'on a nourri au bib, puisque les mamans s'en occupent très bien. Et donc, voilà, Olivier, tous les jours, matin, soir, et le midi, parce que 3 fois par jour, donc le petit bib. Et du coup, il a dit, OK, je le garde, c'est mon chouchou, donc je garde Petit Chou. Et donc, on va le faire castrer, et c'est aussi pour finir la boucle par rapport au mâle, parce que c'est aussi quelque chose qui est pas très juste. Voilà. Donc Petit Chou, il sera avec nous et voilà, il termine la boucle. Super, magnifique histoire. Et Ulysse, après tes 2 années d'investigation dans le monde de l'élevage, qu'est-ce que tu penses de cette solution d'accompagnement à la reconversion pour les éleveurs et les éleveuses? Et puis, plus globalement, pour ouvrir aussi, qu'est-ce que toi, tu préconiserais? Est-ce que tu aurais des pistes de solutions pour améliorer la situation? Voilà, 2 questions ouvertes. La première fois que j'ai entendu parler du projet de coexister, ça m'a fait penser à une phrase que m'a dit un éleveur. Il y a un éleveur qui s'appelle Philippe Grégoire, qui est un lanceur d'alerte et qui est une association qui récupère à la petite cuillère les éleveurs broyés par la machine. Il m'a été d'une grande aide dans cette enquête. Un jour, il m'appelle, on s'appelait tous les jours pendant, et ça continue d'ailleurs, et il me dit, Ulysse, il y a un couple d'éleveurs laitiers qui vient d'arrêter. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Je dis, je sais pas. Ils m'ont dit, on est sorti de prison. Et je me suis dit, waouh, c'est une formule extrêmement puissante, mais je peux la comprendre. Et plus tard, vous êtes rencontrés, enfin vous avez échangé publiquement, quoi. Et j'avais jamais pensé à ça, qu'on puisse effectivement accompagner les éleveurs vers d'autres choses, quoi. Je trouve que c'est très sain. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils voient que ça marche pas, qui ne peuvent plus physiquement, mentalement, au lieu d'imaginer une autre vie, ils mettent fin à la leur. Et je trouve que c'est un très beau projet. C'est assez osé, quand même, de la part d'Antispécistes de proposer ça, mais je suis trop content de voir que c'est possible, quoi. Donc franchement, bravo à vous. Après, il y a quand même beaucoup de personnes qui aimeraient quand même continuer leur métier. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que à la sortie de mon livre, j'ai compris que j'avais réussi ce que je voulais faire. Parce qu'il y a une chose que je voulais faire, c'est que quand ça sorte, il y a des éleveurs et des véganes qui m'écrivent pour me dire merci de révéler tout ça, et c'est ce qui se passe. Donc en fait, je suis content de voir que ce clivage qui n'a pas forcément lieu d'être. Moi, j'ai rencontré des éleveurs qui sont lanceurs d'alerte secrètement pour L214, ou bien qui sont les premiers abonnés, parce qu'ils sont tout autant horrifiés que vous des horreurs que peut causer cette industrie, quoi. Ceci dit, maintenant qu'on a dit ça, je pense qu'on va quand même, il y a beaucoup de Français qui vont quand même continuer à consommer des produits animaux dans les années qui viennent, et donc il faut trouver des solutions pour cette filière.
autre que faire changer de métier les éleveurs. Et là, c'est très compliqué, en fait. Je te le disais avant, quand on discutait des questions que tu allais me poser. Moi, quand j'ai commencé cette enquête, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, je vais réussir à mettre le doigt sur quelque chose, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui marche, etc. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, je serais très prétentieux de prétendre avoir des solutions à des problèmes qui existent depuis des décennies, qui sont si profonds. Vous savez, il y a une courbe, plus on connaît un domaine, plus on se sent ignorant. Bon, bah, c'est un peu ce que j'ai vécu au sein de mon enquête. Déjà, si on pouvait respecter la loi, ce serait pas mal. Il y a quand même eu des lois qui ont été créées pour protéger le revenu des agriculteurs. C'est les lois Egalim. Il y a eu Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3. On parle d'un Egalim 4. En fait, ces lois ne sont pas respectées, tout simplement. Elles sont contournées au lendemain de leur signature, que ce soit par les coopératives agricoles, que ce soit par les distributeurs, par les industriels, à toutes les strates de la chaîne. Et même, Monsieur Descrozaille, un député qui a fait la loi Egalim 3, il me dit on ne peut pas aller plus loin, sinon on va juste faire une loi pour dire quelle interligne il faut respecter dans les contrats de distribution. Il faut, au contraire, qu'on mette les moyens pour contrôler ces lois, adresser des amendes, etc. Là, nos supermarchés préférés s'organisent à l'étranger pour négocier en Belgique, en Suisse ou en Espagne des produits qui sont vendus chez nous. Ils le font presque ouvertement pour contourner ces lois Egalim. Il n'y a pas de poursuite, ou quand il y en a, c'est très compliqué parce que la Belgique ne veut pas que la France se mêle de leurs affaires. Bref, c'est un enfer. En tout cas, il faut redonner du pouvoir et de la dignité aux agriculteurs qui sont au centre de la machine agricole. Sans eux, il n'y a rien. Et pourtant, c'est eux qui font vivre les chambres d'agriculture, qui font vivre le crédit agricole, les industriels, les laiteries, les supermarchés. Sans eux, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Et pourtant, c'est les plus méprisés de ce système. Et les aides PAC qu'on leur envoie 9 milliards, plus de 9 milliards par an, on pense qu'elles arrivent dans les fermes. Et en fait, elles sont immédiatement siphonnées de part et d'autre. Dès qu'il y a des aides PAC qu'on augmente, par exemple, les vendeurs de matériel, d'aliments vont augmenter leur prix systématiquement ou vendre plus de produits. Et ceux qui achètent, les abattoirs, les laiteries, vont diminuer leur prix en disant bah, vous avez des aides, ça compense. Donc il y a quand même un certain nombre de choses qui sont évidentes, qui sont mesurables, sur lesquelles on n'agit pas. Je pense que ça devrait être un des premiers leviers d'action. Et moi, j'ai une idée très concrète, parce qu'il faut aussi alerter la population. Il faudrait, je pense, publier très concrètement des statistiques pourtant basiques qui n'existent pas. Combien gagne un éleveur selon la filière ? Cette statistique n'existe pas. On peut avoir les résultats d'exploitation, etc. Mais c'est du bidon. Ce que gagne une ferme, c'est pas ce que gagne un fermier, quoi, en gros. Donc ça, on le sait pas. Et deux, dites-nous combien il y a de suicides, très concrètement, le nombre par an. Cette donnée n'existe pas. On dit qu'il y a plus d'un suicide par jour. C'est des données fiables qui sont selon des études statistiques et certaines données. Il y a quelques années, il y en a eu 3 ou 4 où on avait vraiment le nombre, etc. Mais je pense que si on dit aux Français, voilà, en 2024, il y a eu tant de suicides dans le monde agricole, dans la filière volaille, porc, laitier, machin, par département, tout ça, voici combien ça gagne. Je pense que cette transparence pourrait créer un électrochoc qui forcerait à faire changer les choses réellement. Bon, voilà. Je me permets de rebondir là-dessus. Il y a quelque chose qui me paraît assez fondamental à mettre en avant aussi, c'est que dans la paysannerie, les éleveurs, les éleveuses, mais pas que, ont été conditionnés à croire qu'ils sont des victimes qui subissent tout le système en permanence. C'est un discours qui est très fréquent, je pense que tu l'as entendu aussi. Ils ont la pression des consommateurs, pression des politiques, pression des lobbies, etc. Ils se sentent complètement coincés et avec quasi pas de marge de manœuvre. Et dans le travail d'accompagnement à la reconversion, à chaque fois, je leur dis ça, je leur dis, moi, je suis pas une héroïne. Je vais pas te donner des solutions clés en main qui vont te révolutionner ta vie du jour au lendemain. En fait, l'accompagnement commence par un travail profond au niveau social et psychologique. Parce que la première étape, j'ai pas dû la faire avec Madeleine et Olivier, mais ça m'arrive de le faire avec d'autres cas, où en fait, c'est comme si ces personnes devaient se reprogrammer et se donner le droit d'avoir
des choix à faire et du pouvoir, en fait, sur les choix qu'ils allaient faire. Et donc, cette reprogrammation, ce reconditionnement psychologique, c'est la première étape. Quand on n'a pas pu réaliser cette étape, ça m'est arrivé avec un éleveur, en l'occurrence, avec qui j'ai pas réussi à faire ce travail-là, et du coup, c'est impossible de le sortir de sa situation. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien rappeler le fait que, bien sûr, il faut attendre des changements au niveau politique, mais on peut pas faire que ça. Parce que si on attend des changements au niveau politique, en tout cas en France, on est vraiment mal barré apparemment. Donc autant mettre de la pression sur le monde politique, mais tout en créant des solutions palpables avec les personnes les plus concernées, notamment les éleveurs et les éleveuses, et leur permettre de voir en fait la réalité sous un autre angle. Ils sont en fait le nez dans le guidon depuis des générations, des fois. C'est très difficile de leur faire voir la réalité de cet angle de vue ou de celui-ci. Et donc ça, c'est la première étape. Et de se dire, OK, là, tu es coincé sur le plan juridique, financier, etc., mais il y a peut-être une voie de sortie ailleurs. Et c'est ce travail qu'on fait, en fait. Comme je dis, moi, je viens pas comme une espèce de, je sais pas, comme une solution miracle telle quelle, mais par contre, d'accompagner la réflexion et d'accompagner le changement de perspective. Et c'est là qu'il y a vraiment des choses qui se créent. Encore une fois, Elodie ou Stéphane, par exemple, à l'époque, me disaient vraiment timidement, mais en fait, si on n'avait pas juste appris à voir les choses différemment, on se serait suicidé, sans doute. Parce qu'en fait, on était tellement coincés dans notre situation qu'on ne voyait pas de perspective. Et c'était ça, vraiment le déclic à accompagner, en fait. Et pour compléter, je crois que tu ne l'as pas dit tout à l'heure, mais donc Virginia Marcus a une formation d'éducatrice sociale et donc tu as accompagné précédemment, dans ta vie d'avant, des adolescents et des jeunes adultes dans leur insertion professionnelle. Et donc là, au final, tu fais le même travail, mais avec les éleveurs et les éleveuses. Oui, en fait, c'est ça. Et je pense que la clé, de nouveau, c'est pas de venir avec une posture de supériorité, mais c'est de dire, OK, on va co-construire ensemble des choses qui font sens pour toi. Et moi, je vais peut-être juste des fois t'amener des réflexions ou des pistes intéressantes, mais les personnes elles-mêmes doivent être leur propre moteur. Hein. Et c'est vraiment le cas avec Madeleine et Olivier, par exemple. On est là pour soutenir, accompagner, mais Madeleine et Olivier sont des moteurs dans leur projet. Et ça, c'est fondamental. Ça m'est arrivé justement dans un cas, parce qu'il n'y a pas que des réussites, hein, il y a aussi des échecs. Dans un cas spécifique avec un éleveur où lui, il attendait vraiment, et même j'avais beau lui rappeler que c'était pas comme ça que ça fonctionnait, il attendait que je lui serve des solutions clés en main. Et c'est un peu, tant que tu m'as pas trouvé ça, de toute façon, moi je changerai pas. Je dis, mais ça marche pas en fait. Je suis pas celle qui porte ton projet, donc ça ne peut pas marcher. Donc le fait d'être un moteur dans son propre projet, tout métier confondu d'ailleurs, hein, pas que dans l'agriculture, c'est ce qui permet d'aboutir à quelque chose de concret et pérenne aussi. Pour parler de solutions, Ulysse rappelait tout à l'heure que du coup, effectivement, on ne peut pas juste diminuer l'élevage et attendre que, en gros, les gens consomment quand même encore des produits d'origine animale, de la viande, des produits laitiers. Et en parlant de solutions, moi, quelque chose qui me tient à cœur, puisque au-delà de travailler pour coexister, j'ai aussi une formation de nutritionniste, de diététicienne. Et du coup, je pense que c'est hyper important de végétaliser également l'alimentation. Et ça fait le lien, je pense, avec la ville de Grenoble, qui est très, très active sur le sujet de la végétalisation, notamment grâce à Sandra Krief, qui est élue. Et ça, je pense que c'est un levier qui est extrêmement important en tant que consommateur et consommatrice. On a aussi, nous, les manettes pour agir sur ce qui se joue dans le monde agricole. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Quand on va dans le supermarché, on a juste à tendre le bras, à prendre le paquet de jambon, et c'est hyper facile, et tout le monde le fait parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Et comme il y a le cochon heureux sur la devanture du paquet de jambon, on se dit que c'est bon, tout va bien. Mais vraiment, là-dessus, je pense que c'est très important de refaire le lien entre ce qu'on a dans l'assiette et ce qui se passe pour les éleveurs et les éleveuses. Parce qu'au final, c'est nous aussi qui avons ce pouvoir-là. Avec les animaux, voilà, bien sûr, comme première victime de ce système. Mais Ulysse, tu disais dans une interview, je crois, pour Vaquita, il y a quelques jours, là, que j'ai vu passer, que, voilà, en fait, ou c'était pas forcément Vaquita, c'était ton compte à toi, mais tout le monde critique l'élevage intensif de cochons enfermés qui voient pas le jour, les truies dans les cages, etc. Mais dans le fond, les gens profitent de ce système. Et donc, c'est important de se rappeler, en fait, les valeurs qu'il y a derrière l'alimentation, puis redéfinir nos budgets par rapport à ça aussi. Je vous apprends rien si je vous dis qu'il y a allez, peut-être 1-2 générations, le budget alloué à l'alimentation apparemment était de 50 à 60%, le budget mensuel, puis aujourd'hui on est à 3 à 6% pour l'alimentation. Donc il y a une redéfinition des priorités claires à faire aussi. Ouais. Et dernière question avant de conclure, on va revenir un petit peu justement sur les animaux. Virginia, justement, on vit dans un monde qui est très clivé. On en a parlé juste avant avec Ulysse, des clivages qui sont extrêmement marqués. On oppose facilement des camps l'un contre l'autre.
Qu'est-ce qu'on peut apprendre des animaux pour la gestion justement de ces relations, de ces oppositions qui sont apparemment, entre êtres humains tellement montés en épingle? Est-ce que les animaux ont des choses à nous apprendre par rapport à ça? Oh waouh, tous les jours, et je pense que Madeleine aura aussi des choses à dire là-dessus, mais en fait, une chose fondamentale que j'ai apprise avec les animaux, c'est que quand dans un même clan, il y a deux individus qui s'entendent pas, ils vont se bagarrer un bon coup, et soit ils arrivent à dépasser le conflit et puis à cohabiter, chacun avec ses besoins spécifiques, ou alors ils font clan séparé. C'est tout. Ça veut dire que s'ils ne sont pas d'accord sur quelque chose, ils ne vont pas ruminer pendant des jours et des mois et des années sur « non mais moi je suis sûr qu'il avait tort et que moi j'avais raison ». Et en fait je pense que si on sort de cette posture-là en tant que militant mais aussi en tant qu'éleveur et qu'on se dit « mais l'autre a peut-être quelque chose à nous apprendre, on a peut-être notre réalité des choses à remettre en question ». Moi j'ai dû me remettre en question beaucoup aussi en tant que militante. J'ai fait l'effort de comprendre la réalité des éleveurs en m'immergeant dans leur monde, et quand eux viennent au sanctuaire, ils font l'effort de s'immerger dans le mien. Et c'est comme ça que le dialogue se crée. Et chez les animaux, c'est ça. Moi, je vois vraiment cette façon très facile de régler les conflits. Ça passe ou ça casse. Si ça passe, bah, tant mieux, on arrive à cohabiter. Sinon, chacun fait son clan, mais on n'a pas besoin de se jeter la pierre toute la journée pour savoir qui a raison, qui a tort. Et oui, là, il y a des exemples très concrets dans les clans, évidemment, d'animaux, où les leaders, leadeuses ne sont pas des tyrans comme chez nous, chez les humains, les chefs d'entreprise, les politiciens, peu importe qui. On a souvent cette image des personnes qui sont à la tête d'une hiérarchie, qui profitent de leur pouvoir pour en tirer des bénéfices personnels. Chez les animaux, les leaders et les leadeuses, et ça, je trouve que c'est un enseignement qui est fort et qui peut nous remettre en question aussi, ces individus ont la responsabilité de la sécurité du clan. Et donc c'est pour ça parfois qu'ils sont un peu brusques quand il s'agit de se nourrir ou de s'abreuver, parce qu'ils doivent, eux, garder des forces pour pouvoir, si jamais, défendre le clan en cas d'attaque de prédateurs, par exemple. Et ça nous apprend énormément. Je pense que si on a un pouvoir, quel qu'il soit politique ou dans une association ou peu importe, ayons ça à l'esprit, qu'en fait notre rôle en tant que leader ou leader, c'est pas celui d'asseoir les autres pour en tirer profit, mais en fait faire en sorte que chaque individu puisse avoir une place et un rôle qui lui correspond.